Bonjour à vous à la maison. Merci d'être là pour ce bulletin de nouvelles de Télécœur du 10 novembre. Déjà, il fait froid, Stéphane. Ouais, on se plaindra pas quand même, on a eu un très beau mois d'octobre. Puis il arrive de courir, il peut bien En dire qu'il plus. fait chaud. Mais sinon, on est bien quand même au mois de novembre. Oui. Oui, on a vu pire. Alors, j'ai Stéphane Lévesque avec Ben moi oui. en studio aujourd'hui. Je nous le réserve pour la fin du bulletin. Nous allons d'abord débuter avec un reportage qui parle de culture Nicolet-Yamaska qui se dotait de nouvelles images de marque. Allons voir mon reportage. La MRC de Nicolet-Yamaska est fière de présenter sa toute nouvelle image de marque. Voici la préfète Geneviève Dubois pour nous en parler. Bien, en fait, on souhaitait, tout comme on a fait avec le tourisme, on souhaitait mettre de l'avant la culture, l'importance de la culture chez nous en région. On a déposé notre plan d'action culturelle là, un petit peu avant Noël. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Puis on voulait un site rassembleur pour nos artistes, nos artisans, nos lieux de diffusion. Fait que dans le fond, Culture Nicolet-Yamaska, c'est ça. C'est un lieu commun où tout le monde peut trouver ce qu'on cherche par rapport à la culture chez nous. Donc, c'est de rendre plus accessible tout ce qui est artistes, artisans et tout ça dans notre région. Exact. Puis on espère aussi que les artisans, les artistes vont alimenter cette page-là parce qu'on sait une page où il ne se passe pas grand-chose, c'est pas une page qui est vivante. Puis chez nous, la culture, ça l'est. Donc on espère que ce sera à la hauteur de ce qu'on voit chez nous, là. L'image de marque de culture Nicolet-Yamaska, c'est une image qui va rassembler tous les artistes de la MRC. Quel est votre rôle dans cette grande aventure? En fait, depuis peu, je suis membre du comité stratégie culture Nicolet-Yamaska et on a travaillé à la politique et au plan d'action également. Qu'est-ce que cette image de marque va représenter exactement et qu'est-ce qu'elle annonce? Elle représente notre plan d'action, notre politique, le souhait que nous avons de rassembler les artistes autour d'une même image de marque. C'est une image rassembleuse pour toute notre MRC, tous nos artistes qu'on souhaite mettre de l'avant et faire rayonner. Justement, la MRC s'est dotée d'une nouvelle politique culturelle en décembre dernier. Quelle est-elle exactement? En fait, c'est un levier pour nos artistes et également pour la médiation culturelle dans nos milieux. Comment on pense, avec la nouvelle image de marque, faire rayonner ces artistes-là? Donc, on dévoile notre nouvelle image aujourd'hui, mais il y a quelques mois, on a fait notre plan d'action qui, évidemment, nous mène vers des actions pour aider nos artistes, nos milieux culturels, les événements. Et dans le fond, il y a aussi des enveloppes reliées à ça. Donc, on souhaite faire sortir nos artistes pour qu'on les voit, qu'on les apprécie, parce que les artistes, ils animent nos milieux municipaux aussi. Fait qu'on a besoin d'eux. Et qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement, dans cette cause-là? Moi, personnellement, je ne suis pas une artiste. Ma mère est une artiste peintre et dernièrement, j'ai visité, entre autres, le Musée des cultures du monde. Je suis allée voir le complexe chez Boris. J'ai eu l'occasion aussi de visiter le Centre des archives ici à Nicolet. Et évidemment, je suis venue à quelques reprises au Bellecour. Donc, je suis assez fan de la culture et je me rends compte que je ne connais pas tant mes artistes ici dans la MRC. Et je souhaite qu'ils leur permettre de rayonner davantage pour moi-même, pouvoir les voir, mais que tous en profitent. Je suis allée dans une entreprise de Saint-Wenceslas pour aller parler à son président. Il s'agit de l'entreprise ICO, donc une entreprise bien de la région. On en parle immédiatement avec celui-ci. Dans le village de Saint-Wenceslas se trouve une entreprise qui contribue à faire vivre son milieu. On en discute avec son président. Aujourd'hui, on annonce l'inauguration de notre nouvelle machine, un tour numérique de 12 mètres de long. Qu'est-ce que cette machine-là va faire ici? En fait, ça sert à quoi exactement? Bien, nous, d'abord, on est des fabricants, on est des concepteurs et des fabricants de vérins hydrauliques. On exporte partout dans le monde. Cette machine-là va nous permettre d'augmenter nos capacités de production, va nous permettre d'assurer aussi une meilleure qualité de nos produits. Quelle retombée ça a dans le milieu et directement à Saint-Wenceslas? Parce qu'on s'entend, c'est quand même une grosse usine ici. Bien, disons que ça affirme notre volonté de rester ancré dans la communauté, de continuer nos opérations ici à Saint-Wenceslas. Puis, on ne se cachera pas que quand même beaucoup de personnes
de la région, pas juste de Saint-Ouen, de la région qui travaillent dans l'usine. Donc, on sécurise l'avenir de l'usine en augmentant nos capacités de production. Donc, ça avait déjà des retombées économiques et là, ça va en avoir encore plus. Oui, ça nous permet de maintenir les emplois et de développer des marchés, plus de marchés, d'assurer notre compétitivité pour l'avenir. Combien d'employés on compte ici? On compte environ 90 employés. On parle d'employés de plancher et d'employés de bureau. Et là, je vous vois avec un beau discours dans les mains. Oui. Qu'est-ce que vous allez nous dire tout à l'heure? En fin de compte, je fais un bref historique de qui on est. Ici, on est en affaires depuis 1953. Hein. Cette usine-là a été fondée par un gars du coin qui restait à côté de l'usine, M. Robert Lessard. Si aujourd'hui on est ici, c'est entre autres grâce à lui, parce que lui, il a parti cette idée-là, il a eu la vision de cette usine-là. Puis par la suite, ceux qui lui ont succédé ont bâti sur ce qu'il a lui semé. J'imagine qu'à travers les époques, la mission a un peu évolué. Bien, c'est-à-dire qu'au début, M. Lessard a commencé ça comme un petit garage. Okay? Il réparait des vérins hydrauliques, il réparait des équipements agricoles. De là, il a commencé à faire ses propres vérins puis à faire des équipements agricoles. En 1985, quand M. Lessard a vendu, la mission s'est consacrée seulement à la conception et à la fabrication de vérins hydrauliques. Puis c'est sûr qu'avec les années, le type de vérin qu'on a fabriqué a évolué. On a fait face à la compétition chinoise, on est obligé de se réinventer et de choisir des marchés où on était encore capable de compétitionner. Aujourd'hui, l'usine fabrique principalement des vérins de grosses dimensions. Okay? Soit des vérins très longs ou des vérins quand même assez gros. C'est notre niche. C'est dans ça qu'on excelle. Et puis, on a en arrière de ça, ce que je dis, moi, toujours, c'est on ne vend pas des vérins hydrauliques, on vend des solutions à nos clients. En fin de compte, on a une équipe d'ingénieurs d'expérience ici. Nos clients arrivent avec leurs besoins, puis on transforme leurs besoins en un design qu'on fabrique. Derrière une machine comme ça, bien sûr, il y a beaucoup de coûts. Où est-ce qu'on est allé chercher les sous? Bien, en fin de compte, tous les investissements qu'on fait ici à l'usine sont générés par les profits de l'usine. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, en fin de compte, c'est un signe de la profitabilité de cette usine-là et de sa performance. Ça ressemble à quoi le chiffre d'affaires ici? Bien, aujourd'hui, on a autour de 30 millions de dollars par année. Puis nos produits sont exportés partout dans le monde. On retrouve nos produits autant à Houston qu'à New Delhi en Inde. Vous savez, au-delà de la technologie puis des chiffres, des montants qui sont investis, ces investissements-là n'auraient aucune valeur sans les gens qui sont en arrière, sans nos équipes qui permettent d'ajouter de la valeur avec ces équipements-là. Si aujourd'hui, on a du succès, c'est à cause qu'on a une très bonne équipe et qu'on peut s'appuyer sur ces gens-là pour croître dans l'avenir. Laissez-nous remplir vos garde-manger, clame l'UPA en marge de son Assemblée générale annuelle. J'ai rencontré le président de la Fédération en entrevue. Voici mon reportage. En marge de son Assemblée générale annuelle, la Fédération de l'UPA du Centre du Québec tenait une conférence de presse le 22 octobre au matin afin de faire pression sur le gouvernement provincial concernant les 3 enjeux jugés prioritaires pour les producteurs agricoles tant de la région que dans l'ensemble du Québec. Voici mon reportage. En Ontario, les producteurs développent. Les producteurs, il y a de la dynamique dans les régions, tandis qu'en Abitibi-Témiscamingue, c'est moins évident, il y a beaucoup plus de paperasse aussi. L'environnement d'affaires est moins là, vraiment. Là. On l'a dit tantôt, le budget du MAPAC est stagné depuis 10 ans. Donc, les producteurs ont investi à la place du gouvernement, à la place de ce qui était dû. Donc, c'est de la pression qu'on rajoute sur les entreprises agricoles. Puis vraiment, ce montant-là, la dette agricole, c'est vraiment un enjeu qui pèse lourd là, sur les producteurs agricoles. On le voit cet été avec la météo. Ça prend pas beaucoup de choses pour être à risque puis être ébranlé comme entreprise. Là. Fait que c'est vraiment
Ça fait plusieurs années qu'on le dit. Là. On a manifesté avec les tracteurs il y a 1 an et demi, puis on est encore à la même place. Il y a eu des changements, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Là. Avoir vraiment un environnement d'affaires qui est mieux pour la relève agricole, les transferts de ferme aussi. L'âge moyen des producteurs augmente de plus en plus. Donc, il faut s'assurer que les transferts de ferme, il y ait des outils adaptés pour pouvoir transférer à leur relève ou que ce soit familial ou non. Là. Martin Caron, président général de l'UPA. Quels étaient les 3 enjeux qu'on dénonçait ce matin en conférence de presse? Bien, les 3 enjeux, tout d'abord, c'est le soutien financier parce qu'il y a un enjeu majeur sur nos entreprises agricoles. Alors donc, il faut être capable de soutenir mieux au niveau des entreprises agricoles et les budgets, là, moins de 1 ça passe pas, sachant que c'est 2 en moyenne au niveau des autres pays. De l'autre côté, la tarification carbone, on est laissé ça depuis longtemps, qu'on paye ces frais-là. Et après ça, nos gouvernements nous demandent d'être compétitifs. Ça ne fonctionne pas, là. On est les seuls qui payent ces frais-là. Et ça fait 482 millions de dollars depuis quelques années, depuis 2015, qu'on paye ça. Et on n'a pratiquement pas de retour. Il y a seulement 4 de nos entreprises agricoles qui ont pu aller chercher. Alors donc, qu'est-ce qu'on demande? C'est d'avoir un remboursement direct de ces montants-là. Et face au changement climatique, on le vit encore cette année avec les coupes de pluie au printemps, la sécheresse après ça, il faut investir. C'est pas une dépense, il faut investir. Puis quand on investit dans le secteur agricole, on investit dans le garde-manger des Québécois et Québécoises. Quelles actions concrètes en ce moment sont faites ou vont être faites pour arriver à ces buts-là? Les actions concrètes présentement, c'est qu'on a demandé des rencontres avec le gouvernement. On a parlé d'ailleurs à M. Donald Martel, qui est notre ministre de l'Agriculture. M. Martel a beaucoup d'empathie face au secteur agricole. Il sait que c'est pas facile. Il sait qu'au niveau des transferts des fermes aussi, c'est pas évident. C'est qu'il veut nous accompagner là-dedans pour arriver avec des propositions au niveau du gouvernement. Mais il faut revoir, il faut restructurer, entre autres, le financement de nos entreprises agricoles, amener une prévisibilité si on veut avoir de la relève. Et si on veut en vivre aussi sur nos entreprises agricoles. C'est réaliste parce que quand on parle d'un fonds d'investissement ou de soutien au niveau du financement, c'est des prêts qu'on fait. C'est juste restructuré. La chose qu'on demande, c'est avec un bas taux d'intérêt pour soutenir nos entreprises et amener une prévisibilité à long terme. Il y a près de 40 ans, pour développer l'agriculture, on avait mis en place ces systèmes-là de prêts à très long terme avec des taux d'intérêt très, très bas. Le gouvernement n'en perd pas d'argent. C'est quand on demande de doubler. Puis il faut prendre conscience de quelque chose, là. Ça fait 10 ans, là, qu'on est à peu près dans la même strate de budget ici au Québec, là. On veut des fois nous faire croire qu'on a plus d'argent, mais c'est au contraire. Avec l'inflation et la hausse des taux, c'est vraiment pas le cas. Il est grand temps qu'on réinvestisse. Puis comme je l'ai dit, c'est pas une dépense directe, c'est un soutien. 55 du coût des intrants a augmenté sur les 5 dernières années. La main-d'œuvre, tout l'ajustement au niveau de la main-d'œuvre, 35 d'augmentation. Puis vous avez aussi les taux d'intérêt qui ont fait exploser. Naturellement, quand il n'y a pas les budgets au niveau de nos gouvernements, que ce soit provincial, fédéral, les producteurs poursuivent leur parole pour s'adapter, entre autres, au changement climatique, mais doivent réinvestir. Mais dans ce temps-là, c'est qu'on s'endette. Et c'est là qui est le défi. Et c'est pour ça que les marges de manœuvre sont très restreintes présentement au niveau de nos entreprises agricoles. Ça a des impacts pour la relève, c'est sûr, puis c'est pour ça que c'est un cri du cœur qu'on lance aujourd'hui. Il faut trouver une façon de faire pour avoir un fonds, pour restructurer. 78 de nos entreprises n'ont pas de plan de relève présentement. Et on sait qu'on est rendu à peu près à 56 ans d'âge moyen de nos producteurs. C'est là qu'il faut faire. Puis je l'ai dit, il faut réinvestir dans notre garde-manger au niveau des Québécois et Québécoises. Il faut y aller avec les faits. Sur les 10 dernières années, on a augmenté au niveau des exportations de 66 des valeurs. Ça, quand on dit diversifier, ça se fait déjà. Sauf que quand on amène quelqu'un qui décide de mettre des tarifs, là, ça amène une imprévisibilité. Et c'est ça qui nous fait mal directement. Mais on a des marchés, on a du savoir-faire. On peut parler aux canneberges, sirop d'érable, le porc, entre autres, qu'on exporte, et ainsi de suite. C'est que je pense qu'il y a un aspect de développement qu'on suit, parce qu'on est quand même au Canada un pays d'exportation. On est le 9e pays qui exporte le plus des denrées agricoles. Il faut que ça continue. Et sûr qu'il faut suivre ça. Mais présentement, qu'est-ce qu'on voit dans nos producteurs horticoles et maraîchers? L'impact qu'on a, c'est qu'on voit que les autres, communautés européennes, les Américains, mettent des tarifs. Et là, on a d'autres pays qui viennent faire du dumping ici. Et le choix des gens ici, c'est de consommer des produits locaux, de consommer des produits du Québec et du Canada. Et présentement, avec ce dumping-là, bien,
On reçoit des produits qui viennent de la Chine, qui viennent de la Thaïlande, qui vont venir de l'Inde aussi. Et pourtant, nous, les producteurs, on serait prêts à produire ces aliments. On parlait tout à l'heure de relève. Dans le fond, on n'a pas nécessairement de difficulté à trouver de la relève, mais c'est les moyens pour tout mettre en place qui sont difficiles à trouver. Absolument. Puis je mentionnais tantôt, 78 de nos entreprises n'ont pas de plan de relève. Là. Ça donne un signal, là, parce que naturellement, il faut que l'entreprise fasse des profits, ait une rentabilité pour être capable de l'en transférer. Parce que quand vous la transférez, on recrée un endettement aussi pour ce transfert-là. Nos producteurs qui veulent transférer, soit à leurs enfants ou des non-apparentés, je pense qu'ils sont prêts à prendre des sacrifices, mais il reste côté fiscal, ils sont pénalisés. Parce que bien souvent, la valeur d'imposition, c'est la valeur marchande. Alors donc, les producteurs qui vendent 500 000 moins cher vont être imposés quand même sur ce 500 000-là. C'est une illogique, là. L'école Terre des Jeunes à Bécancour lançait un projet Viréo. Allons voir de quoi il s'agit dans mon reportage. Le 22 octobre, l'école Terre des Jeunes à Bécancour est fière de présenter son projet Viréo, une initiative éducative et communautaire qui intègre un jardin hydroponique au cœur de la vie scolaire. Bonjour, moi c'est Nadine Robillard, Madame Nadine, enseignante à l'école Terre des Jeunes. En fait, on a présenté notre jardin Viréo. On l'appelle Viréo parce que c'est la marque, mais en fait c'est un jardin hydroponique qu'on appelle Terra Verde cultivé demain. C'est un jardin qui est à l'eau, hydroponique, et qu'on peut utiliser à l'année. Donc, ce jardin-là nous permet de faire au moins 4 récoltes par année. Et si on fait des petits plants comme la salade qu'on a fait en ce moment, on peut faire 99 plants. D'où est venue cette idée-là et dans quelle valeur ça s'inscrit ici à l'école? En fait, ici, on aime beaucoup faire des projets en collaboration avec la population. On veut aussi montrer aux jeunes de donner, de récolter, de partager. Bien sûr, différents partenaires sont essentiels dans un projet comme celui-ci. Qui sont-ils? En fait, nous avons commencé une demande avec Valeurs collectives qui fait partie des fonds de la luminerie de Bécancour. C'était un long processus, mais on avait un bel accompagnement en fait avec ceux qui travaillent à Valeurs collectives, comme Frédéric Andréane, qui m'ont vraiment bien accompagné dans le processus de mise en place, de création du jardin. J'ai aussi des jardins avec les fonds de développement durable qui ont participé à ce projet-là. Il y a aussi le Centre de services scolaires qui a participé à ce projet-là financier. Irina Gatto, conseillère en communication à la luminerie de Bécancour et membre du CA du Fonds à luminerie Bécancour pour les collectivités durables. Quel est votre rôle justement dans un projet comme celui-ci qu'on vient d'annoncer en conférence de presse? J'accompagne tout au long de la démarche. C'est les fonds qui financent la démarche Valeurs collectives. C'est justement là que Mme Nadine a présenté le projet. Donc, je suis tout au long du processus, le projet, et je surveille la bonne procédure autour de toute la démarche. Et donc, j'étais capable de voir depuis les premiers moments que l'idée surgit jusqu'à là qu'on vient d'annoncer. On voit les légumes qui commencent à pousser, donc j'accompagne tout au long du processus. En quoi est-ce important pour la luminerie de participer à des projets comme ceux-là? Mais en fait, le Fonds à luminerie pour les collectivités durables permet justement de mettre en place, de développer des projets. Ce sont les citoyens qui proposent ces projets en développement durable. C'est assez large comme concept et ça nous permet de les évaluer. Nous avons un comité de développement durable qui va évaluer, qui va analyser la faisabilité de ces projets-là. On a la collaboration de la ville de Bécancour, c'est notre partenaire dans toute cette démarche. Donc, on est capable de mettre en place des projets pour un avenir durable pour tous les citoyens à Bécancour. C'est important pour nous en tant qu'entreprise dans la région de laisser une empreinte, vraiment de participer à tout le développement de notre communauté. Michel Grenier, directeur général de la Caisse Godefroy.
En quoi est-ce important pour la Caisse Godefroy d'encourager des projets comme celui-ci qu'on annonçait cet après-midi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça concerne les jeunes. L'éducation, pour nous autres, c'est une grande priorité. Puis je trouve que c'est tellement beau aussi au niveau du développement durable, puis montrer aussi au niveau de l'entrepreneuriat pour nos jeunes, comment partir un projet de zéro, puis après le transformer, puis voir du début à la fin, là, les résultats. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est un projet qui nous touche beaucoup chez Desjardins. Ce genre d'initiative-là est très intéressante pour nous. Et on en parlait tout à l'heure. Évidemment, c'est pas le seul projet qui est financé. Desjardins est présent un peu partout. Oui, évidemment. Toutes sortes de divers projets, entre 1 000 puis 300 000 400 000 On s'implique beaucoup dans la région, puis c'est important pour nous de le faire. Alors, quel était votre rôle dans ce projet Viréo? Moi, mon rôle, c'était de mesurer le pH pour s'assurer que les plantes soient assez acides. Puis lui, il m'aidait pour... Souvent, on s'alternait avec le pH mètre. Souvent, moi, je prenais les mesures. Lui, il mettait du pH up ou du pH down pour monter ou baisser. Puis après, ainsi de suite, lui, il faisait le pH et moi. Il fallait me prendre les seringues aussi, là, puis tout, là. Ouais. Est-ce que c'est des trucs que vous saviez déjà avant ou vous avez tout appris ça lors du projet? On a tout appris ça lors du projet, puis on a trouvé ça vraiment le fun aussi. Hein. Ça, c'est le genre de projet qui vous stimule à apprendre. Pourquoi? Ben, je trouve ça quand même le fun. En plus d'avoir une école avec des modules, en plus qu'on a des plantes, ça rend plus amusant. Parce que des fois, exemple, à la place de faire les récrés ou les matins, je peux faire ça. Fait que ça fait comme un divertissement de plus. Puis tu sens que tu t'impliques. Beaucoup, oui. C'est vraiment un projet que Nadine, ça y tenait à cœur. Puis, ben, en même temps, ça fait du changement que nos sciences habituelles. Un autre. Naturel, c'est bien. Oui. On ne peut pas dans nos publicités mettre dedans. On va venir cultiver des plantes pour pouvoir après les... Ben, il y en a qu'on va goûter. Qu'est-ce que vous avez appris à date par cette belle expérience? Bien, on a appris que des plantes, ça se plantait pas juste par de la terre. Puis j'ai appris de nouvelles sortes de plantes aussi. Puis que, ben, je connaissais vraiment pas ça, le viréo. Donc ça m'a fait apprendre comment ça marche, puis ça servait à quoi, et tout là. Et toi, qu'est-ce que tu as appris dans cette expérience? Que il y a d'autres façons de s'amuser, même si c'est pas avec des jouets ou autre. Puis que c'est vraiment le fun. Ça nous fait passer du temps entre amis. Et ça nous fait bouger, puis je trouve ça vraiment le fun. Es-tu enfant? Théodore? Es-tu en feuille? Es-tu en feuille? Qui veut le dire? Qu'est-ce que tu aimerais manger? Alors voilà le moment tant attendu du bulletin. On est avec Stéphane et on ne sait pas pourquoi encore. Ben oui, ben là, on va se le dire parce que tu étais présente avec moi. Tu le sais, toi. Hein? Une rondelle de hockey. Évidemment, on l'a pas reçu dans où on était situé parce que cette année, belle nouveauté, et je salue l'Organisation des Canadiens de Montréal, on est accrédité à l'occasion pour assister à des matchs, éventuellement faire des entrevues avec nos deux centricois, hein, nos deux gars de Bécancour, Zachary Bolduc et Samuel Montembeault. Donc, on était là. Toi, c'était la deuxième fois de ta vie, tu allais au Centre Bell. Deuxième fois, mais la première, c'était vraiment juste comme spectatrice. Et là, ben là, la passerelle de la presse, des médias, c'est quelque chose, hein? Ben, t'as trouvé ça comment? Moi, c'était pas ma première fois, mais toi? Ben, moi, j'étais silencieuse, j'observais, je me trouvais chanceuse. Ben oui, ben, c'est un beau privilège, évidemment. Là, on comprend qu'on est là pour faire du travail. Là. Oui, on va voir un match, mais on va là dans une optique journalistique. Mais ça reste que c'est impressionnant quand même, parce que là, on rentre par l'arrière du Centre Bell. Il y a un accès sécurisé. Là, on rentre d'une place où on peut manger. Et là, tu as la chanteuse de l'hymne national qui est là. Monsieur Lacroix, l'annonceur. Des journalistes sont là. Fait que c'est du monde que tu vois à la télévision. Puis
oui, c'est impressionnant, mais c'est comme quand vous nous rencontrez, on a 2 bras, 2 jambes comme tout le monde. Hein? Ben oui. Donc, c'est ça, on se rencontre des gens comme nous, mais c'est vrai que ça donne une perspective différente. Es-tu amateur de hockey un peu? Toi? Ben, je l'étais à l'époque. Quand j'étais plus jeune, c'était plus pour les garçons, là. On va se le dire. Mais tu sais, mon frère était longtemps gardien de but. Mon beau-frère... il joue avec le 3L. Il joue pour le 3L, de donc Rivière-du-Loup. Ben donc oui, c'est ça, ça a toujours fait partie de ma vie, mais m'y connaître, pas tant. Là. Mais là, j'ai un spécialiste avec moi. Oui, le spécialiste, j'aime ça fait longtemps, mais la perspective, quand on est des airs, hein, c'est particulier, parce que là, on voit le jeu se dessiner. Là. Ouais. Et toi, amateur de beaux gars, on voit moins les visages. On voit moins les visages, donc on se concentre sur notre job. Oui, puis là, on voit Zachary puis Samuel. Moi, j'aime bien le style de jeu de Zachary Bolduc. Il me remémore Mario Tremblay. Un joueur bien vigoureux, avec du talent, quand même, une habilité à marquer, mais très dans l'action, là. Puis un peu, il parle beaucoup, Zachary. Et on dirait qu'il achale les autres joueurs, tout ça. Fait qu'un peu comme Tremblay, notre bleuet bionique faisait. Donc, c'est ça. Fait qu'on va espérer continuer à pouvoir couvrir ça. Puis vous amener, on a déjà fait de la captation à cette occasion-là. On ramasse des images, tout ça. Puis on a bien hâte de vous montrer le fruit de nos efforts. Oui, puis toi, Stéphane, je pense que tu avais écrit un livre. Oui, le hockey au centre du Québec. Ouais. Oui, donc moi, je trouve ça intéressant, les Canadiens, parce que, à mon avis, c'est plus qu'une équipe de hockey. C'est un symbole identitaire. Puis de voir que les Canadiens ont maintenant 2 gars de chez nous, plus d'autres Québécois. On est rendu, je pense, à 4-5 Québécois. Ça a déjà été 13 dans l'alignement sur 20. On est à 4-5 et on s'en réjouit. On peut se poser des questions sur la place qu'on fait à nos hockeyeurs de chez nous, mais c'est un phénomène, malheureusement, dans la Ligue nationale. Il y a eu une très, très grande diminution des joueurs québécois dans la Ligue nationale. Ça peut être un questionnement qu'on se pose, mais de voir ça que des Québécois, que de fierté et que ces gars-là gardent leurs racines, parce qu'on les voit, hein, l'été, évidemment, durant la saison. On voit moins Samuel et Zachary, mais tu sais, Samuel et Zachary, c'est des gars qui ont des racines à Bécancour, un à Saint-Grégoire, l'autre à Sainte-Gertrude. Donc, c'est des gars de chez nous. C'est le fun de voir ça. Moi, j'aime bien des joueurs de d'autres nationalités, mais quoique, il y en a qui passent leur été ici au Québec, mais j'aime ça qu'on ait des gars de chez nous qui vivent avec nous autres. Qui s'impliquent parfois aussi dans des causes très locales, comme Samuel, oui, avec Entraide Bécancour, qui était de la campagne de financement. C'est ça. On verrait peut-être moins ça d'un joueur américain ou d'un joueur russe. Effectivement. Là. Donc, c'est beau à voir de nos jeunes Bécancourois qui sont allés à l'école ensemble, si je ne me trompe pas. Là, mais en tout cas, un petit peu. Ils ont un petit peu de différence d'âge, mais ils ont joué pour la même organisation. Pas sûr qu'ils ont été à même. Oui, ils ont été, ils ont été dans la même école, mais peut-être pas. Estacade, mais pas dans le même niveau. Oui, c'est ça, exactement. Samuel est rendu vieux, là. Ben oui, hein, c'est vieux, ces jeunes-là. C'est ça, ça me surprend. Dans ma tête, quand j'étais jeune, ils étaient donc vieux, les joueurs de hockey. Ben oui, puis c'est des finalement, petits gars. C'est moi la vieille. Ben c'est sûr qu'ils ont des physiques d'hommes. Oui, c'est ça. Mais le visage, tu regardes Samuel, puis Zachary, tu sais, petit visage lisse. Ben oui, dont on rêve. Oui, c'est ça. Moi, j'ai plus la face là, pour être... Oui, j'ai plus la face pour être même pas entraîneur. Directeur général. Directeur général. Qui sait? Après le livre. Oh, c'est jamais. Donc, on aura l'occasion de vous présenter ça. Ce documentaire-là, appelons-le comme ça, éventuellement. On va travailler fort dessus. Ça va nous faire plaisir de vous présenter nos Bécancourois à Montréal. Donc, c'était la fin de ce segment avec Stéphane Lévesque. Et pour ma part, je vous remercie d'avoir été là à ce bulletin de Télécœur du 10 novembre. N'hésitez pas à nous contacter, soit Stéphane ou moi, par téléphone ou par courriel. Mon courriel, c'est nouvelles@télécoeur.tv pour nous suggérer des émissions, des reportages ou même nous donner vos commentaires, pourquoi pas. Donc, je vous souhaite une belle semaine.